Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. René Bazin est le deuxième académicien publié et réédité aux éditions Mastre. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cet ouvrage, L'isolé, de René Bazin, préfacé et annoté par Roland Thévenet. Roland Thévenet que je n'ai plus besoin de présenter puisqu'il est un grand habitué de la chaîne et de nombreuses préfaces aux éditions Mestre. Cher Roland Thévenet, mille merci d'avoir accepté cette invitation et cette préface. Bien mille merci à vous et puis bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne. Alors, on va peut-être commencer tout de suite avec cette première question. Qui est René Bazin, académicien français, qui est malheureusement peut-être pas maudit, contrairement à d'autres, mais en tout cas oublié des milieux et des cercles littéraires? Oui, alors il faudrait, pour présenter René Bazin, commencer par dire qu'il n'est pas Hervé Bazin, puisque la plupart des gens, quand on leur dit Bazin, quand ils entendent le nom Bazin, pensent à Hervé, l'auteur de Vipère au point, qui a été membre de l'Académie Goncourt, qui a été président de l'Académie Goncourt, et qu'un livre d'une journaliste qui s'appelle Émilie Lanaise. Le livre s'appelle Folcoche. Il est sorti il y a peu de temps, en octobre 2025. Il s'appelle donc Folcoche, ce livre, remet à sa place. Émilie Lanaise a enquêté et démonte en fait complètement euh, toute l'histoire de Folcoche en montrant que, alors je rappelle pour tout le monde, qui n'ont pas lu forcément Vipère au point, que Vipère au point raconte une enfance torturée par une mère épouvantable. Folcoche, ça veut dire à la fois folle et cochonne. Le rôle de Folcoche a d'ailleurs été tenu magnifiquement par Alissa Pritch. Il y a un téléfilm qu'on peut encore voir, je crois, d'ailleurs sur le site de l'INA, où on voit Alissa Pritch dans le rôle de cette mère épouvantable. En fait, Hervé Bazin, en écrivant Folcoche, s'est vengé de sa propre famille, qui était une famille catholique. Lui, il était communiste. Mais surtout, Hervé Bazin s'est prouvé maintenant, a fait de la prison pendant la guerre, 2 ans de prison, alors qu'il prétend avoir fait de la résistance. Il a été en asile psychiatrique. Il a été à un moment donné mis sous tutelle. Et Émilie Lanaise montre que c'est pour récupérer son droit à l'héritage qu'il a écrit ce livre, Vipère au point, qui est un livre de provocation qui a plu dans les années 60 à la jeunesse, hein, parce que c'est un livre extrêmement virulent, hein, qui termine en disant merci ma mère, je suis celui qui marche, une vipère au point, vous voyez. Il faut dire que la mère donc d'Hervé Bazin était une des petites filles de non était une petite cousine de, je me souviens plus exactement, de René Bazin. Hervé est son petit neveu, voilà, de René Bazin. Alors Hervé Bazin a connu un très grand succès et a totalement éclipsé le succès qu'avait connu René Bazin. Donc c'est une génération bien avant, hein, 2 générations avant. René Bazin est né en 1853, il est mort en 1932. Mais René Bazin de son temps a été un des auteurs les plus lus de sa génération. Il a tiré jusqu'à 400 000 exemplaires chez Calman Lewis, ce qui était quand même énorme à l'époque. Et il a été élu donc à l'Académie française. Il était professeur de droit criminel à l'Université catholique d'Angers qui venait de s'ouvrir. Et donc, il était lui-même catholique et a vécu sa carrière d'écrivain comme un véritable apostolat. Ce qui n'était pas le cas évidemment de son petit-neveu. Et dans cette France, donc, grosso modo, de la Troisième République, hein, qui était la sienne, il y avait encore évidemment une pratique religieuse très assidue, il y avait encore beaucoup de fervents catholiques, et donc il a vraiment été lu
Il a eu un succès énorme. Ses principaux romans, les deux plus connus, c'est La Terre qui meurt, dans laquelle il décrit dans le Marais Poitevin la vie très difficile que les paysans ont et ce devoir qui est le leur de sauver leur terre. Et puis vous avez dans Le Blé qui lève, l'autre roman très connu de René Bazin, euh, toute l'histoire de la, du premier, comment dire, des premiers mouvements catholiques ouvriers. René Bazin s'inscrivait dans la droite ligne de Léon XIII et dans la doctrine sociale de l'Église qui, qui a plaidé pour que, d'une part, le patronat catholique soit beaucoup plus euh, compréhensif avec les ouvriers, de manière à ce que les ouvriers restent avec l'Église. Et c'est un travail extrêmement, comment dirais-je, délicat d'écrivain qu'il fait. Il parle de tact chrétien, et c'est vraiment, je prends un mot qui qualifie bien son style. Voilà. Donc René Bazin a été journaliste, il a été royaliste, il a écrit dans plusieurs journaux, provinciaux d'abord, puis des journaux plus importants, des revues comme la Revue des Deux Mondes. Il a été, c'est un grand voyageur, il a écrit beaucoup de récits de voyage. Je rappelle qu'il est aussi le biographe de Charles de Foucault et de Saint-Pédis. Il a écrit une biographie de Saint-Pédis qui n'était pas encore saint. Voilà, donc c'est un homme, un écrivain qui a été mis sur la touche. Euh, alors, d'une part, évidemment, la gloire littéraire de son petit-neveu l'a éclipsé, mais je pense qu'il y a eu aussi une volonté, comme toujours de l'université, d'écarter un écrivain qui était vraiment authentiquement catholique. On l'a mis comment dirais on l'a traité de régionaliste, écrivain régionaliste. Voilà. Faut comprendre que la France, avant d'être unifiée autour de Paris, la France réelle, la France historique, c'était plusieurs pays, c'était un amoncellement de pays, et que les écrivains qui naissaient dans un pays, dans une province, on peut parler de Béraud, et là on parle de Bazin, on peut parler d'autres, sont des écrivains effectivement de pays. C'est pas pour ça qu'ils sont des écrivains régionalistes, et au sens négatif du terme, c'est-à-dire qui dit régionaliste dit sous-parisien, vous voyez. Donc René Bazin était académicien, a eu une aura considérable. Donc on l'a écarté sous ce motif de régionalisme, à mon avis, de régionaliste, comme on a écarté un peu d'ailleurs Giono, Louis Guillou, vous voyez. Giono a été plus, comme il n'était pas aussi catholique que René Bazin, a été plus préservé. Par exemple, on l'a publié en poche, alors que René Bazin n'a pas été publié en poche dans les années 60. Quand on veut couper un auteur de son lectorat, il y a plein de stratégies possibles. Euh, mais c'est pareil de Giono. Giono, aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent oui, c'est des petites histoires méridionales, alors que Giono, lui aussi, pour des raisons liées à à son pacifisme, on l'a aussi un petit peu écarté, hein. Même si Un roi sans divertissement reste une œuvre qui est plus étudiée qu'Onnelay La Terre qui meurt. Voilà, j'ai présenté en gros le personnage et surtout les éléments qui ont fait qu'on l'a oublié. Et je salue encore une fois votre travail qui consiste justement à faire redécouvrir au lectorat contemporain des auteurs injustement décriés et injustement oubliés. Oui, surtout que René Bazin n'a rien de sulfureux ou de polémique et que c'est, en effet plutôt quelqu'un, je ne dirais pas de lisse, mais de moins peut-être, dans la polémique que, quelqu'un comme Henri Béraud. Alors Il qu'ils n'est sont pas du tout polémique. oui, exactement. Mais il est ouvertement catholique. Et vous savez, être catholique aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est sulfureux presque, hein, dans leur conception, dans leur représentation imaginaire du monde. La christianophobie, elle est très présente. Et donc, quand vous avez justement un personnage modéré, cultivé, raffiné, élégant et catholique, il est d'autant plus gênant, hein,
Et donc, c'est pour ça que je conseille, moi, vraiment aux catholiques de relire, encore une fois, cette œuvre. Bon, il y a aussi Magnificat, qui est un bouquin très très beau, de toute son âme. Hein. On en parlera tout à l'heure à propos peut-être du livre que vous avez réédité. Euh, Bazin s'est intéressé énormément à la condition féminine et aux vocations féminines. Et notamment soit la vocation religieuse, soit le célibat et le don de sa personne aux pauvres, soit le mariage. Mais la question de la femme dans la nouvelle société qui est en train de se mettre en place, elle est au centre des préoccupations de Bazin, de Donatienne de toute son âme. Et puis, ça fera la transition avec la suite de notre entretien, l'isolé, puisque l'isolé, c'est une isolée. Et Alors justement, on va un petit peu en parler maintenant. Ce titre, l'isolé, peut-être on va expliquer à quoi il fait référence et peut-être quel est un petit peu le point de départ de ce roman avec Pascal, qui est respectivement le personnage principal ou en tout cas personnage central de ce roman. je crois que le point de départ de ce roman, c'est que Bazin a 2 filles religieuses et qu'il est professeur dans une université catholique. Donc il est concerné au plus haut point par la persécution qui se met en place qui s'est mis en place à partir de l'établissement de la Troisième République, mais qui, lorsqu'Émile Combes succède à Waldeck-Rousseau comme président du Conseil en 1902, va devenir effective. C'est-à-dire qu'il y a une politique gouvernementale qui vise directement les écoles congrégationnistes, c'est-à-dire les écoles menées par des religieux et des religieuses, à ne pas confondre avec l'enseignement libre d'aujourd'hui. Mais c'est des écoles qui sont vraiment faites par des religieux qui ont donné leur vie, non pas à l'éducation des enfants, mais au Christ. Et dont la fonction est d'éduquer les jeunes enfants à la religion et à la religion catholique spécifiquement. Donc, Bazin est frappé au plein cœur par ça lorsque les lois concernant la chasse, si vous voulez, ouverte des congrégations religieuses, en fait, ce que Combes fait, c'est qu'il prend la loi des associations 1901 qui oblige les congrégations religieuses à se déclarer à l'État, et l'État dit ou non, en fonction de ce qu'il juge, lui, bon pour les enfants, si ces écoles peuvent continuer à enseigner ou pas. Ça permet au gouvernement de supprimer énormément d'écoles, hein, d'écoles religieuses, d'écoles de congrégation, comme on dit, des écoles donc, faites par des vrais religieux et non pas par des laïcs. Et donc, Bazin va réagir en écrivant L'Isolé, qui est l'histoire donc de cette jeune Pascale qui, par vocation religieuse, décide d'entrer dans une congrégation dédiée à l'éducation des jeunes, des jeunes enfants, et qui va, parce que tout à coup, le gouvernement décide la fermeture de ces écoles, se retrouver sécularisée alors qu'elle n'est pas prête pour ça, et va donc connaître un destin épouvantable. Elle sera abusée par, ne sachant où aller, parce qu'elle n'a plus de famille quand l'école ferme, elle se réfugie chez une vieille tante à elle, qui est une femme absolument épouvantable, une espèce de Thénardière, qui a un fils tout aussi épouvantable qu'elle. Et donc tous les deux complotent pour la faire tomber et l'utiliser à la fois pour faire le ménage de la maison et pour gagner de l'argent en se prostituant. Donc, si vous voulez, c'est un livre qui est un livre qu'on pourrait dire de circonstance, qui défend pas spécifiquement l'enseignement catholique en lui-même, mais la vocation religieuse et la vocation religieuse tournée vers l'enseignement dans un monde qui est totalement devenu laïcard, maçonnique, avec Émile Combes à sa tête.
Alors, ça, c'est très intéressant parce que vous avez derrière l'écriture de ce roman une page de l'histoire de notre pays. Vous voyez, une véritable page de l'histoire de notre pays et une page qui n'est pas très glorieuse pour le gouvernement. On l'abordait, vous le dites aussi dans votre préface, il y a plusieurs phases dans ce roman. Ce roman peut être séparé, je dirais, en 3 ou 4 périodes distinctes. Il y a la séparation avec son père, heu, qui ira même jusqu'à sa mort. La séparation avec ses sœurs, la séparation avec le bon Dieu. L'idée n'est pas de dévoiler tout le roman, bien sûr, et puis, voilà, l'apostasie et puis cette rédemption à la fin. Alors ce que je propose, c'est peut-être qu'on décortique chacune de ces périodes pour bien un peu comprendre et aussi se plonger dans ce roman et aussi peut-être recontextualiser l'époque, hein, vous l'avez fait à l'instant. Mais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette séparation avec son père et de cette relation qu'elle a avec son père? Euh, Déjà, je rappelle que Bazin, qui est né en 1853 exactement, euh, est affilié à l'école naturaliste, qui est celle de Zola, et au réalisme de Flaubert. Donc, comme Zola le fait quand il va écrire sur les mines germinales, Bazin fait des fiches, enquête. Il est très attaché à dépeindre un milieu. Et tous les personnages de Bazin sont toujours placés dans un milieu. Vous avez le milieu paysan, le milieu ouvrier. Et là, nous sommes dans un milieu très spécifique, qui est celui de la fabrique de soie lyonnaise et celui des canuts. Donc, l'épisode, si vous voulez, enfin, l'intrigue qu'il place à Lyon, il la place dans un milieu spécifique avec donc le père de Pascal, de son héroïne, qui est veuf et qui donc élève seul son dernier enfant, Pascal, en étant dans une structure qui est finalement les structures de l'ouvrier-tisseur de l'Ancien Régime, tel que l'Ancien Régime en tout cas l'a légué, c'est-à-dire un métier artisanal dans la maison. Donc Pascal a hérité de toutes ces valeurs qui sont les valeurs profondément canues, le travail, la morale, la religion. J'en profite au passage pour tordre le cou, et Bazin le fait admirablement bien, à une légende qui a été installée par la mairie radicale de Lyon à partir des années, à partir d'Édouard Herriot en gros, hein, et puis qui a la peau dure, et puis qui s'est installée maintenant, qui vise à faire du personnage du Canut lyonnais une espèce de révolutionnaire anarchisant, sous prétexte qu'il a un drapeau noir, et puis qu'au-dessus, et puis qu'il y a eu les deux révoltes de 1831-1834. Il faut comprendre qu'en 1831, l'anarchie n'était pas théorisée et que si les canuts ont effectivement pris un drapeau noir, c'est parce qu'ils n'avaient à domicile que de la soie qu'ils tissaient qui était noire, puisque toute la soie bon marché était noire à l'époque. Et vivre en travaillant, c'est pas vraiment une revendication anarchiste. Hein. Je vous rappelle l'éloge à la paresse, l'éloge de la paresse, qui est le maître ouvrage des anarchistes. Donc, on a affaire avec les canuts à une vieille corporation qui a été dissoute en 1791, la loi Le Chapelier, qui dissout les corporations. Et les canuts se sont retrouvés, après la Révolution, dans une situation catastrophique. Et donc, ils se sont révoltés contre, en 1831 et 34, une autre caste, la caste des marchands fabricants. Mais ce n'était pas une révolte politique, même s'il y avait des pénétrations maçonniques à l'intérieur du mouvement, notamment depuis Vuillermoz à Lyon. Et les canuts étaient des gens très pieux dans la grande majorité. Et c'est vraiment l'image que nous présente Bazin. Je vais vous lire un petit passage, c'est mieux plutôt que de parler soi-même. Laissez parler l'auteur. Hein, un passage qui est le moment où justement le père et la fille remontent la colline de Fourvière en suivant la procession mariale du 8 décembre, le 8 décembre qui est devenu aujourd'hui la fête maçonnique des Lumières. D'en bas, le bourdon de Saint-Jean avait annoncé « Ils partent ». Et bientôt, la grosse cloche de la montagne de Fourvière, celle de la tour du sud-est, lancée à toute volée, lui répondit et salua les premiers pèlerins apparus devant la basilique. Ils montaient, tête nue, remplissant toute la largeur de la rue.
presque tous récitant le chapelet. Le chemin les versait contre la nef de l'église. Ils tournaient à droite, et la colonne, avec son bruit de pas et de cantiques, lentement s'engageait dans le cloître de l'ancienne chapelle et entrait par là dans la basilique neuve selon l'ordre prescrit. C'était tout Lyon qui montait, les hommes des usines, des magasins, des bureaux, des chantiers, les riches, les pauvres, inconnus les uns aux autres et confondus, roulant pêle-mêle comme les mottes au versoir de la même charrue. Et le bourdon allongeait sa grande voix au-dessus des bruits de la cité, vague triomphale, roulant sur les fumées, perçant les brumes, déferlant à bien des milliers de mètres en avant, en arrière, sur le plateau des Dombes, sur la plaine du Rhône, sur les collines au-delà d'Écully et de Sainte-Foy. Vous voyez, on est vraiment là dans un milieu lyonnais qui est à la fois, alors, je veux dire, artisanal et non pas ouvrier, profondément pieux, profondément traditionnel. Et c'est dans ce milieu-là, donc, a grandi Pascal. Alors, on parle de la rupture avec le père, c'est une rupture décidée, volontaire, assumée, puisqu'elle veut devenir religieuse. Et donc, la figure du vieux Canu est très belle parce que il est évidemment blessé de perdre son enfant, mais en même temps, il comprend qu'il doit le donner à Dieu, et c'est une rupture parfaitement assumée, d'autant plus que Pascal explique pourquoi, enfin Pascal Bazin fournit des explications très très précises et très justes sur cette vocation féminine qui est de devenir religieuse. Hein. Il explique que la raison première que Pascal a de vouloir religieuse, c'est la connaissance qu'elle a d'elle-même. Elle se sait vulnérable, fragile, dans un monde, je le disais tout à l'heure, où l'anticléricalisme est violent, est maître des lieux, hein, à travers la Troisième République qui s'est installée. Et donc, elle se sait facilement, comment dirais-je, facile à perdre en quelque sorte. Elle sait qu'elle est trop sensible. Elle se sait aussi sensible à la flatterie, par exemple. Et donc, elle comprend que se connaissant comme elle se connaît, elle a besoin d'une protection qui ne peut pas être celle d'un mari, parce que elle-même ne se ressent pas comme quelqu'un capable d'être une bonne épouse, qui ne peut donc être que celle de l'Église. Et c'est là où, avec beaucoup d'habileté, Bazin explique que le rôle de l'Église, c'est de protéger justement les vulnérables, les faibles, et Pascal, c'est un peu cette image-là d'une jeune femme qui s'en remet à l'Église. C'est la raison pour laquelle le péché qu'elle commettra ne sera pas uniquement le sien, mais sera aussi d'une certaine façon celui de l'Église et d'une certaine façon, en premier lieu, celui de l'État. Voilà. Donc, rupture assumée avec le père, rupture en même temps parfaitement consentie de part et d'autre, et donc, je dirais, une rupture qui se fait malgré l'arrachement, la douleur, dans une joie surnaturelle que les deux partagent. Et ça, c'est très très beau. Je dirais que c'est la qualité première de Bazin. Je pense que c'est Mauriac le disait. Oui, voilà, je retrouve la citation de Mauriac. Là. Bazin révèle la présence de Dieu dans les drames les plus humains. Vous voyez, c'est un drame humain qui se passe parce qu'une fille qui est la dernière fille, quasiment la fille unique, il a perdu sa femme. Donc il y a un déchirement, il y a un drame humain, un père et une fille qui Et ne qui est sont rien. joli. Et puis vous avez la présence de Dieu dans le don que chacun fait de cette douleur à Dieu, qui est, elle, d'essence surnaturelle, et que Bazin raconte avec beaucoup de doigté. Euh, Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que, enfin, j'essaie de le dire à l'instant, c'est que Pascal est très joli. Et il y a une incompréhension qui est faite par différents personnages et par différentes remarques que peut faire l'auteur. C'est-à-dire que on ne comprend pas qu'une fille si jolie puisse souhaiter ou puisse devenir sœur. Puisque ça sous-entend évidemment que toutes les sœurs ne sont pas très jolies, sont moches. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cela qui est aussi très intéressant? Parce que, si c'est souligné dans le livre, c'est qu'il y a bien aussi peut-être une part de vérité derrière cela. Ah bah, c'est, comment dirais-je? C'est un des lieux communs, des gens qui critiquent la religion. Les filles qui deviennent religieuses, c'est forcément parce qu'elles n'ont pas pu trouver de mari. Donc il faut tordre le cou à ce lieu commun, hein. Vous savez, Diderot a écrit un livre qui s'appelle La religieuse, et qui met en scène. Alors c'est vrai que sous l'Ancien Régime, il y avait parfois des jeunes filles qui n'avaient pas la vocation et qui étaient placées là parce que voilà, parce que elles n'étaient pas les aînés, on les mariait, puis les cadettes, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on les mettait au couvent. Mais enfin, depuis la religieuse de Diderot, il y a eu, alors là c'est autre chose, c'est une histoire de mœurs qui la perd, mais vous avez vraiment une vision de la religieuse qui est très négative, surtout ce que enfin, le problème que vous avez soulevé. Si elles se donnent à Dieu, c'est qu'elles ne peuvent pas se donner à un homme parce qu'elles sont laides. Et effectivement, il était important que Pascal, en fait, offre sa beauté à Dieu pour casser ce lieu commun. Et puis, bon, il y a aussi beaucoup de religieuses qui sont très belles. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est aussi une réalité d'époque, une réalité qu'il souligne. Voilà, ce qu'elle donne à Dieu, c'est aussi sa beauté, Pascal. Oui, tant intérieur que extérieur, en effet. Hem, il y a après cette séparation avec les sœurs, suite à la fermeture, ou en tout cas à l'annonce de la fermeture de cette congrégation. Et puis ensuite on suit le parcours de chacune de ces sœurs de manière individuelle, pour voir, bah, déjà pour avoir un suivi, si j'ose dire, de ce qui se passe après. Et Pascal est la dernière sœur, que René Bazin analyse ou raconte. Alors tout d'abord, comment se fait-il qu'elle soit la dernière à qui l'on dont on parle? Et que se passe-t-il avec les autres sœurs? Et pourquoi aussi cette séparation suite à la fermeture de cette congrégation? Alors là, il faut revenir là encore au contexte. Il y a une américaine qui s'appelle Sarah Curtis, Curtis, qui a fait sa thèse sur l'enseignement au temps des congrégations. Ça a été publié en 2003 aux presses universitaires de Lyon. J'en parle un peu dans la préface, hein, de ce travail. C'est un travail très documenté sur la manière dont les choses se sont passées. En fait, il faut comprendre que les congrégations religieuses avaient deux devoirs de charité. L'un tourné vers les malades, donc elles étaient infirmières, elles étaient dans des hôpitaux qui étaient catholiques à l'époque. Et puis l'autre tourné dans l'enseignement et dans l'apostolat auprès des enfants, avec donc la partie, je dirais, éducative. Et lorsque le gouvernement a fermé ces congrégations euh, religieuses, parce qu'il estimait qu'il était prêt, qu'il avait suffisamment de gens pour ouvrir des écoles laïques. Le problème de la République, c'est qu'il n'y avait pas un personnel moralement suffisamment formé pour, en grand nombre, accueillir tous les enfants de France. Il a fallu du temps, mettre sur pied les écoles normales, etc. Et il y a eu un moment de transition, c'est ce qu'analyse Sarah Curtis dans l'histoire de l'enseignement, où finalement, ce sont ces écoles religieuses, comme d'ailleurs dans l'histoire des hôpitaux, hein, ces congrégations religieuses qui, par devoir de charité chrétienne, ont assuré finalement l'enseignement en France. Donc, lorsque les écoles ont été fermées, il y a eu un problème que Bazin évoque très très bien, c'est celui des maisons mères. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que comment dire, il fallait préserver les maisons mères parce elles étaient aussi, il y avait énormément de sœurs religieuses et de religieux aussi, qui travaillaient à l'hôpital. Et donc, le problème qu'ils ont rencontré, c'est que pour préserver les maisons mères, il n'y avait pas 36 000 solutions. Soit les religieuses qui travaillaient dont l'apostolat était éducatif, basculaient dans l'autre apostolat, mais c'était impossible pour beaucoup de raisons, parce que d'abord, il y avait des raisons financières,
des raisons d'accueil. Là, il cite le cas, la maison mère de la congrégation des Sœurs de Saint-Hildegarde est à Clermont-Ferrand, dans le roman, hein, c'est une fiction. Et, euh, et donc, ils ne peuvent pas, les Sœurs de Clermont ne peuvent pas les accueillir. Autrement dit, la seule solution qui reste, c'est ce qu'on appelle la sécularisation. C'est-à-dire qu'il a fallu que les maisons mères, pour protéger pour se protéger, pour protéger la moitié de leur apostolat, sacrifient l'autre. Donc on a littéralement sacrifié ces religieuses et ces religieux. Et donc la seule chose qui restait, c'était la sécularisation. Le problème, c'est que ces sœurs qui se retrouvent séparées, dans leur cœur et dans leurs vœux, elles ne doivent pas l'être. Et elles forment encore une communauté, si l'on veut, surnaturelle, mystique. Et donc, elles ont le devoir de veiller les unes sur les autres, même si elles sont séparées aux quatre coins du pays. Et c'est la raison pour laquelle Bazin doit présenter comme ça ce que devient chaque sœur après sécularisée. Alors, il y en a qui se retrouvent dans différents... Elles sont 5. Il y en a qui se retrouvent dans différents coins de France. Et donc, il faut aussi, c'est important que Bazin montre que toutes les sœurs ne sont pas tombées. Hein, il y en a, au contraire, la plupart restent dans une vie religieuse. Elles sont simplement sécularisées. Alors évidemment, la vie est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus difficile pour elles d'observer les règles. Elles sont seules, mais enfin, elles restent unies surnaturellement dans la prière autour des vœux qu'elles ont faits. Et seule la dernière, qui est la plus jeune et la plus jolie, Pascal, donc, va tomber. On est aussi dans un contexte où, dans le public catholique un petit peu, je dirais, un peu coincé, un peu moralisateur, le roman passait très mal. C'est-à-dire que une religieuse qui devient prostituée, c'est quelque chose qui est assez, je dirais presque incompréhensible. Je cite dans la préface des critiques négatives sur Bazin à ce sujet. Donc, il est important aussi qu'il montre que pour la majorité des religieux, ça s'est pas trop mal passé. Mais si ça se passe bien pour tout le monde, si ça s'était passé bien pour tout le monde, alors on aurait dit, mais le gouvernement a fait les choses bien. Ce que Bazin voulait faire, c'était vraiment critiquer, et la manière dont le gouvernement s'est attaqué à l'Église, et la manière dont, à l'intérieur de l'Église, des gens ont applaudi à deux mains. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, les laïcs n'enseignaient pas. Et l'enseignement libre tel qu'il existe aujourd'hui, qu'on appelle, est assuré par des laïcs, hein, et s'intègre à la laïcisation de l'Église. Hein. Avec Vatican II, les laïcs se sont pris de plus en plus importants. Maintenant, ils font des lectures dans les messes, etc. Donc, vous avez c'est beaucoup de laïcs au sein de l'Église qui ont applaudi à deux mains le fait que les religieux et les religieuses n'enseignent plus à leurs enfants. Ils ont pu pénétrer dans cette tour d'ivoire imprenable qui était l'enseignement religieux. Donc, Bazin veut montrer ça, si vous voulez. C'est qu'il y a une faute de l'Église qui a laissé faire, il y a un grave péché de l'État qui a réellement, qui s'est attaqué au devoir de charité des religieux et qui les a empêchés d'exercer tout simplement leur fonction. Et que donc tout ça, c'est le personnage de Pascal qui chute, qui tombe, qui va payer le prix de tout ça. Hein. D'où cette sécularisation. Bazin a enquêté dessus, il y a des scènes terribles dans le roman, on les voit être obligés de rendre leurs habits et prendre ce qu'on appelle l'habit du siècle, c'est-à-dire des habits qui n'ont pas été consacrés, donc des habits qui pour elles ne représentent rien. On les voit à la gare Perrache au moment de la séparation, récitant un dernier chapelet ensemble. C'est vraiment déchirant. Et tout ça, c'est encore, si vous voulez, le talent de Bazin qui sait, dans ses personnages, comment dire, qui sait traiter la vie intérieure, religieuse du personnage. Dans d'autres romans, vous avez des romans de conversion, il y a beaucoup de romans de conversion. Dans Le blé qui lève,
Il y a à un moment donné un ouvrier syndicaliste qui se convertit à l'occasion d'une retraite. Bazin sait vraiment, et c'est en ce sens qu'il est un écrivain catholique qui ne peut qu'être subversif au regard de la maçonnerie, il sait vraiment parler de la relation de l'âme avec Dieu. Et même la chute de Pascal, elle est dite avec énormément de tact, hein, ce tact chrétien dont il parlait dans une conférence. Bazin explique que pour être un vrai naturaliste, il faut dire l'homme tel qu'il est. Or, les gens comme Zola, comme Flaubert, etc., surtout Zola, ne parlent que de la moitié de l'homme, la partie, je dirais, infamante, la partie bestiale, la partie naturelle, voilà. Mais ignore complètement, comme il le dit, l'appel de la prière et la descente de la grâce. Parce qu'ils sont tout simplement pas chrétiens, pas catholiques. Alors que être vraiment décrire l'homme dans sa plénitude complète, c'est évidemment dire le mal. Et Bazin explique qu'il faut dire le mal sans donner envie de le faire, mais c'est aussi dire le bien. Et le bien, c'est justement ces quatre sœurs dont il parle successivement avant d'en venir à son héroïne, qui, chacune dans leur coin, vont prier les unes pour les autres et qui sont à l'origine de la rédemption finale de Pascal, puisqu'elles vont arriver à la sauver hein, devant la tombe finale de Pascal. On comprend que par la prière, par le sacrifice des unes pour les autres, elles sont arrivées à reconstituer quelque part surnaturellement leur communauté et que Pascal, malgré sa chute, qui est finalement une chute très christique, hein, on est dans le carême là, c'est comme une passion qu'elle vit. Sauf qu'elle est pécheresse, hein, mais je ne la compare pas à Jésus, mais je dis qu'elle vit la chute de Pascal est retracée dans la vraie dimension christique, et donc ça intègre aussi le salut final. Deux choses, moi, qui me viennent. Tout d'abord, vous avez évoqué vous aviez évoqué le terme de prostituée. Alors, et je vais évidemment dans votre sens. René Bazin est très fin, hein. À aucun moment il n'utilise ce terme, même pour la chute, hein. C'est plus des sous-entendus ou enfin voilà, il amène cela avec beaucoup de finesse. Donc c'est évidemment très appréciable. Donc je m'étonne que des moralisateurs ou des catholiques qui sont dans la moraline aient pu être choqués alors qu'ils n'utilisent que très peu de termes, respectivement. Il reste très fin. Et l'autre point, c'était évidemment peut-être un parallèle avec notre époque où ces sœurs sont en effet expulsées de leur congrégation et puis il y a même la police qui vient pour les sortir. Et ce qui fait évidemment, je trouve, écho à notre époque où les catholiques sont de plus en plus persécutés et où la police est aux ordres d'une république anticatholique. Oui, on peut d'ailleurs, je rajouterais que c'est vraiment un très grand romancier, Bazin, parce que pour justement raconter la chute de Pascal, sans tomber, comme vous le dites, dans la grossièreté, ou dans un réalisme à la Zola, il l'a fait raconter par la mère supérieure qui écrit à l'une de ses sœurs. Et donc, évidemment, la mère supérieure qui raconte ça, le raconte avec cette finesse, avec cette compassion, et avec aussi cette compréhension que derrière tout ça, c'est pas elle qui est en cause, mais c'est même pas le gouvernement qui est en cause, c'est vraiment un travail du diable, et que donc il faut prier pour elle. Donc c'est une astuce de romancier qui utilise là ce qu'on appelle la correspondance, le roman par lettres, puisque ce sont des lettres successives d'une religieuse à une autre qui nous informent de la chute de Pascal. Et vous voyez, là, c'est vraiment là aussi, c'est un procédé naturaliste. Hein, on produit des lettres comme si elles existaient, comme si voilà. Mais donc on est bien dans ce naturalisme de l'époque. Sauf que je dirais, Zola est un espèce d'écrivaillon à côté de Bazin, vous voyez, quelqu'un enfin, c'est un commercial, c'est quelqu'un qui vend du papier et qui fait vraiment du roman feuilleton, là où Bazin étudie avec toute la profondeur et la richesse de son art, l'homme dans ce qu'il a de grand et l'homme dans ce qu'il a
de faible et l'homme dans ce qu'il a aussi de lamentable. Vous avez même quand il parle des Prayous, quand il parle de cette vieille tante abominable et de son fils épouvantable, eh bien, il en parle avec cette même finesse, c'est-à-dire qu'on ne sent pas de complaisance, comme si vous lisez La Bête humaine, ou si vous lisez Germinal, ou si vous lisez L'Assommoir. Zola, quand il parle de ces personnages qui sont dans le mal, on le sent presque vibrer avec ce mal, vous voyez, transmettre ce mal. Bazin, justement, est vraiment, en parle avec une espèce de justesse de ton. Ce tact chrétien, moi j'aime beaucoup cette expression, le tact chrétien, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Mauriac disait, c'est le Fra Angelico de la peinture, de la littérature, pardon. C'est-à-dire que, voilà, les personnages de Bazin, ils sont rendus avec la même finesse que les personnages de Fra Angelico dans ses tableaux. C'est tout dire, hein. Tout à fait. Maintenant, on pourrait peut-être parler de cette dernière ou respectivement les 2 dernières phases. Comment en vient-elle à cette apostasie? Alors, on l'a dit, par la prostitution, hélas, due à cette, expulsion respectivement à la fin de cette congrégation, où elle se retrouve entourée, de personnes, tout à fait abominables. Ensuite vient la rédemption. Alors comment en arrive-t-on à cette dernière étape de la rédemption de Pascal? Oui, alors aussi, sur la chute, il y a une chose qu'on n'a pas dite, là aussi c'est un truc de romancier, c'est très habile. Avant qu'elle ne rentre dans son couvent, quand elle est encore avec son père, Pascal va rendre visite à cette tante et à son cousin, et elle les voit sous un jour extrêmement positif parce qu'ils sont très accueillants. Elle est alors avec son père, et pour elle, elle les ressent comme étant sa seule famille. Alors la tante est vraiment comme une sorte de seconde mère, elle est très accueillante, on leur sert du vin, on les accueille. Le fils est extrêmement gentil avec elle, très avenant. Et donc du coup, on voit bien qu'en fait, elle est séduite. La première phase de sa chute, c'est qu'elle est séduite par ce qu'on pourrait appeler une sorte de respect humain de l'époque, euh, euh, par des gens qui sont de sa famille et qu'elle croit charmants et de bonne foi. Et donc, lorsqu'elle est chassée de l'église dans laquelle elle s'est, enfin oui, de l'église, de la congrégation dans laquelle elle s'est réfugiée par le gouvernement et par aussi la complaisance de certains prêtres, hein, on n'en a pas parlé de ça, mais il y a aussi une critique intérieure de l'église très, 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 très habile que fait Bazin, où il montre la complaisance beaucoup de prêtres qui disent après tout, bon bah voilà, on vous Qui demande de deviennent partir, complices. ne faites pas de vagues et allez-vous-en, hein, c'est le fameux pas de Voilà. vagues qu'on a dans l'éducation nationale aujourd'hui. Voilà, avec des supérieurs qui sont d'un cynisme absolument épouvantable. Ça existe hélas dans l'Église. Et Bazin le sait et le dit. Donc la chute, elle commence par la séduction. Et comment se fait la rédemption, vous me demandiez? Ben justement, parce que surnaturellement, la communauté ne peut pas être dissoute. Donc surnaturellement, elles sont sœurs en Dieu, elles sont sous la protection d'une sainte. Et donc, lorsque Pascal tombe, les autres le sentent, les autres vont commencer à réagir, à commencer par celle qui a la responsabilité la plus totale de l'âme de Pascal, c'est-à-dire la mère supérieure, sa mère en quelque sorte, supérieure, qui va se rendre justement à Nîmes, puisque ces horribles personnages, les Prayou Thénardier, là, habitent à Nîmes. Et alors, on ne va pas dévoiler tous les ressorts de l'intrigue, mais elle va chercher Pascal à Nîmes, elle va ranimer en quelque sorte l'espérance, parce que Pascal, en fait, elle tombe vraiment le jour où elle croit qu'elle ne pourra plus être sauvée. La vraie chute de Pascal, elle ne se fait pas dans ce qu'on pourrait appeler l'asservissement, la prostitution, elle se fait dans le désespoir. C'est parce qu'elle croit que le péché qu'elle a commis est impardonnable, surtout pour quelqu'un qui a prononcé des vœux comme elle, qu'elle tombe vraiment. Et lorsqu'elle voit sa mère qui vient la chercher, eh bien, l'espérance revient. Vous avez
une superbe, une magnifique ode à l'espérance hein, là, dans cette histoire. Et elle va à ce moment-là essayer de fuir. Et bon, elle va devoir, en quelque sorte, payer de sa vie sa faute. Mais Bazin nous fait comprendre qu'en payant librement sa faute de sa vie, elle se sauve. Et la mère supérieure, d'ailleurs, le dit très clairement. Hein. Presque à la fin du roman, vous avez une réplique de la mère supérieure à une femme qui s'appelle la Rioule, qui est un autre personnage du roman. Vous êtes comme le monde, la Rioule, vous êtes dur. Moi je vous dis que la moitié de son péché est à ceux qui l'ont chassé de mes bras, c'est-à-dire à Émile Combes et à son gouvernement. Je vous dis qu'elle a expié sa part en acceptant la mort. Je vous dis que mon enfant était déjà revenu à Dieu depuis qu'elle avait réentendu le nom de ma sœur Edwige. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce que Bazin dit là, c'est qu'une communauté religieuse, c'est une communauté avant tout surnaturelle. Et que les hommes, les francs-maçons, les politiques, les mélanchonistes aujourd'hui, les islamistes, tout ce que vous voulez, peuvent vouloir la détruire dans le monde naturel. Dans le monde surnaturel, d'ailleurs, c'est ce que l'Évangile dit, hein, l'enfer ne prévaudra pas sur elle, sur l'Église. Donc, cette appartenance de Pascal à l'Église, elle ne peut pas être détruite dans le monde naturel, sans le consentement, c'est-à-dire sans le désespoir de Pascal. Or, grâce à la visite de charitable, c'est ça la vraie charité, que sa mère supérieure lui fait à Nîmes, eh bien, en quelque sorte, la rédemption se fait. Et vous avez cette page finale qui se fait, qui est très belle, devant la tombe de Pascal, là où elle était avec son père au début du roman et où elle lui avouait sa vocation, puisqu'à ce moment-là, c'était évidemment, ils venaient devant la tombe de sa mère. Hein, la mère de Pascal était enterrée là, et grâce à l'argent qu'a donné un prêtre des pauvres, qui est magnifique, qui est une figure magnifique, eh bien, on peut rapatrier le corps de Pascal de Nîmes à Lyon, et c'est devant la tombe de Pascal que la petite communauté surnaturelle se reconstitue. C'est pour ça que cette citation de Mauriac, Bazin révèle la présence de Dieu dans les drames les plus humains, je trouve qu'elle décrit admirablement bien, quand on a lu, quand on a lu Bazin correctement, son génie, qui est complet. J'aimerais que nous ajoutions peut-être un dernier mot sur, en effet, cette complicité regrettable, et c'est aussi peut-être une critique que fait Bazin sur les catholiques tièdes, respectivement aussi sur un clergé qui se soumet à la République, qui obéit au final à des choses, respectivement à des lois, où il faudrait plutôt désobéir, c'est-à-dire respecter plutôt la loi du bon Dieu plutôt que celle de la République laïque et maçonnique. Notamment lorsque l'abbé, dès le début, qui est responsable de cette congrégation, dit que oui, en effet, c'est comme ça, et puis bon, vous passez à la suite, et vous ne faites pas trop de vagues, vous ne nous enquiquinez pas trop, s'il vous plaît. Alors que dire aussi de cela? Parce que je trouve que c'est malheureusement de plus en plus présent dans notre époque, où nous avons un clergé qui se soumet aux valeurs de la République, respectivement à toute la laïcité, etc. Évidemment, sans parler de Vatican II. Mais là encore, Bazin n'est pas c'est pas Léon Blois, c'est pas un polémiste, c'est pas un pamphlétaire, c'est un romancier. Donc comment est-ce qu'il expose ce péché de l'Église, qui est cette compromission? Tout simplement par un portrait d'un prêtre, le prêtre supérieur de ces religieuses, qui accepte, qui leur dit de partir. Et le mieux pour vous répondre, c'est encore de lire le portrait qu'il en fait. Hein. Portrait, page 150, de l'abbé Le Sueur, qui est un portrait, là encore, où tout le tact de Bazin, parce qu'il parle aussi d'un prêtre, hein, mais d'un prêtre tiède, et d'un prêtre qu'on pourrait dire corrompu, mais sans prononcer le mot tiède et sans prononcer le mot corrompu. Écoutez Bazin, on le disait riche, ce qui est toujours bien relatif quand il s'agit d'un prêtre français. Quelques confrères étaient éblouis
par le confortable de sa salle d'attente, meublée de chaises recouvertes de reps gros bleus, de gravures anciennes représentant des scènes de l'histoire sainte, d'après quelques poussins, de vases de fleurs artificielles, dons de la communauté, sous verre, et d'une pendule coucou rapportée de la forêt noire. L'abbé Le Suet prêchait d'anciens sermons de ses jeunes années, ravivés par des citations extrêmement modernes. C'est très fin ici, comment il amène le modernisme dans ce portrait. Il avait été nommé chanoine honoraire vers 1885. On avait parlé de sa candidature à l'épiscopat. On n'en parlait plus. Sa vanité l'y eût poussé, et la conviction qu'il eût été administrateur. Sa bonne foi était entière. C'était un bon laïc tonsuré, orthodoxe, de caractère appauvri, d'esprit moyen, incapable de trahison, devenu incapable d'action, et souhaitant vainement la paix en pleine guerre, un traînard jouant de la flûte sur le derrière de l'armée. Vous voyez, ce portrait dit tout, et dit tout avec ce tact justement où n'importe quel prêtre n'a pas envie de ressembler à ce prêtre-là. Et juste après, vous avez un prêtre qui est un prêtre merveilleux, qui est ce prêtre des pauvres, un ancien d'ailleurs, un ancien marchand fabricant, elle le dit. Hein. Et ce prêtre des pauvres comprend tout de suite la situation. Et quand la sœur Justine leur explique qu'elles vont être mises à la porte, que le gouvernement envoie la police et que les supérieurs de l'Église ne font rien, en écoutant sœur Justine, l'abbé pensait encore les pauvres qui vont souffrir. Comme l'impiété les déteste, ces amis de Jésus-Christ, c'est contre eux que tout se fait. Et là, vous avez, dans cette petite phrase, c'est contre eux que tout se fait, la condamnation de tout le gouvernement Combes, qui travaille contre les pauvres, ce qui est l'un des péchés les plus graves aux yeux de Dieu, et aussi la condamnation de ces hommes d'église compromis avec ce gouvernement, qui se retrouvent complices d'un péché qui, je le rappelle, crie vengeance devant le ciel. Donc ce n'est quand même pas rien, hein, insulter les pauvres. Très bien, mille merci, cher Roland Thévenet. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Sinon, nous conclurons cette présentation de l'œuvre de René Bazin, L'Isolé. Non, mais je crois qu'on a... Enfin bon, on pourrait encore parler longuement parce que c'est quelque chose qui est... La manière dont la vraie littérature française a été occultée pour céder la place à une espèce de littérature... Enfin plutôt, c'est plutôt la manière dont la littérature de France a été occultée pour céder la place à une littérature francophone, je dirais, non pas française, francophone, qui s'adapte parfaitement à la culture internationale dont on veut remplir les têtes, elle est proprement scandaleuse, et notre devoir de catholiques et de Français, c'est d'y résister. Et y résister, c'est très simple. C'est en lisant ces auteurs, en les défendant, en les faisant connaître autour de nous, et en les lisant, qu'on accomplit l'acte de résistance le plus secret, le plus intime, le plus solitaire, mais le plus efficace, qui s'appelle la culture, la lecture. Hein. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, Bazin, évidemment, moi je salue votre édition. Je rappelle aussi toute l'œuvre de Bazin qui se trouve chez les bouquinistes, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en éditer d'autres. Hein. De toute son âme, Stéphanette, La terre qui meurt, Magnificat, Le blé qui lève. Bazin est un auteur absolument gigantesque dont il importe que les jeunes gens, je dis ça de Blois, je dis ça de Béraud, la jeunesse française doit lire, et doit lire les auteurs de France. Et je pense que ça, c'est un bon mot de la fin pour conclure cette émission. Très bien. Mille merci, cher Roland Thévenet. Je rappelle cet ouvrage, L'Isolé, réédité aux éditions Maistre et rédigé par l'académicien français René Bazin. Voilà. Cher Roland Thévenet, mille merci comme toujours de votre temps, de ces préfaces et de toutes ces présentations qui permettent un petit peu de se réapproprier et de redécouvrir
ce qu'est, respectivement, ce que devrait être la littérature en 2026. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine présentation d'ouvrage. Merci, cher Xavier, merci à tous vos téléspectateurs, et puis à une autre fois.